Utiliser sa raison et ses sens au travail plutôt que d'exécuter des tâches sans réfléchir, une démarche qui semblerait logique au sein des entreprises, mais qui ne l'est pas visiblement. C'est ce que nous explique l'économiste Thomas Coutreau dans son livre « Libérer le travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer » aux éditions du Seuil. Thomas Coutreau, bonsoir. Bonsoir. Depuis quelques jours, en France, on voit des cheminots dans la rue, des retraités, des étudiants, des grèves qui s'enchaînent. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire que le travailleur français va mal. Et pourtant, quand on lit votre livre, on voit que c'est plus compliqué que cela. Comment vous analysez ce printemps social ? Alors une chose qu'on voit, que je montre dans mon livre, à travers les enquêtes sur les conditions de travail, les enquêtes publiques sur les conditions de travail, c'est qu'il y a un grand sentiment de mal-être au travail, et en particulier dans beaucoup de services publics, où les agents, les travailleurs ont l'impression de ne plus pouvoir faire correctement leur travail. Et où les évolutions, les réformes successives, dans le but de réduire les coûts, de réduire le déficit budgétaire, finissent par fixer le travail uniquement en fonction d'objectifs quantitatifs et non plus de services rendus aux usagers ou à la population. Et ça amène dans les EHPAD, dans les maisons de retraite ou pour les cheminots, ça amène un sentiment de malaise, un sentiment de négation de leur identité professionnelle, de leur identité de service public, qui explique en grande partie les mobilisations actuelles. La faute à qui alors? Au néolibéralisme, au syndicalisme, au gauchisme? Je crois qu'on a aujourd'hui la prédominance, aussi bien dans les services publics que dans les entreprises, d'un management par les chiffres, qui est généralisé et qui amène un excès de formalisation, un excès de standardisation du travail et une perte de sens du travail pour beaucoup de travailleurs, et pas seulement dans les services publics, c'est vrai aussi dans les entreprises privées, même si on voit moins de grèves et de manifestations sur ces sujets. Alors justement, il y a cette une du Parisien dimanche qu'on va pouvoir regarder, qui lance « Macron, président de droite jusqu'à quand ?» Donc 1 an après son élection, il n'est plus ni de gauche ni de droite. Vous le placez où, Emmanuel Macron, par rapport à sa réforme sur la loi travail, par exemple? On est toujours dans la même optique où libérer le travail, comme le disait Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, signifie le libérer des règles et des contraintes collectives qui assuraient une certaine sécurité aux travailleurs et un certain nombre de marges de manœuvre dans leur travail qui leur permettaient éventuellement de refuser de faire des choses qui étaient contraires à leur conception de la qualité du travail. Et aujourd'hui, avec la généralisation de la précarité, avec le recul des droits et de la stabilité du travail, eh bien, c'est de plus en plus difficile de résister à ces injonctions à un travail dont la qualité a tendance à diminuer avec le fait qu'il est réduit à des objectifs quantitatifs. Alors, quand on vous lit, on a l'impression qu'il n'y a finalement qu'un seul responsable à cet état du monde du travail, c'est la gauche. Et pourtant, on est dans un pays où il y a toujours eu une certaine alternance politique, démocratique. Ah non, je ne dirais pas que le seul responsable, c'est la gauche. Je pense qu'on a une logique financière aujourd'hui et qui n'est pas imposée par la gauche, même si une partie de la gauche, notamment le Parti socialiste, a contribué à instaurer le régime de financiarisation dans lequel les entreprises... par exemple par exemple, c'est un gouvernement de gauche dans les années 80 qui a libéralisé les marchés financiers en France, Pierre Bérégovoy, sous la présidence de François Mitterrand. Mais peu importe. C'est ce que je veux dire, quand je mets en cause la gauche, c'est non pas parce qu'elle aurait été particulièrement responsable de cet état de fait, mais parce qu'elle n'a pas su penser et défendre une conception du travail qui serait différente de celle imposée par le libéralisme et les critères financiers. Elle n'a pas su défendre l'idée du travail comme une activité humaine porteuse de sens en elle-même et qui devait être défendue, la liberté du travailleur doit être défendue comme un bien public qui permet à la fois de faire un travail de qualité, donc de rendre des services aux usagers, aux clients, et aussi de se développer en tant que travailleur, en tant que citoyen, par une capacité d'initiative et d'intelligence, d'exercer son intelligence dans son travail. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Et vous direz que la droite a fait mieux au niveau de l'émancipation du travail? Non, mais la droite ne sait jamais... elle a le mérite de la cohérence, si vous voulez. La droite
a toujours... Ce n'était pas le propos de la droite. Ce n'était pas son propos. Son propos, c'était effectivement d'avoir un ordre économique guidée par la maximisation du profit, ce qui est aujourd'hui la règle suprême dans les entreprises, et elle n'a pas prétendu faire autre chose, alors que la gauche a toujours eu l'illusion de défendre le travail. Et en fait, elle n'a pas su lutter contre la subordination du travail aux critères de la finance. Alors, votre livre s'intitule « Libérer le travail ». C'est quoi alors la solution ? Alors, il n'y a pas une solution, vous pouvez bien vous en douter, mais ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation aujourd'hui dans la société, civile, à travers le développement du travail collaboratif, des coopératives d'usagers, des coopératives de production. Le travail collaboratif sur Internet, qui était quelque chose d'absolument fantastique, sans précédent. Des millions d'internautes qui collaborent entre eux de façon gratuite et décentralisée pour construire la plus grande encyclopédie du monde, qui aujourd'hui est traduite dans des dizaines de langues, Wikipédia. Donc on a des réalisations absolument extraordinaires, de travail collaboratif, non hiérarchique, démocratique, des formes de travail démocratique qui montrent une efficacité extraordinaire. Et en même temps, on a aussi des expériences très intéressantes dans des entreprises, même dans des entreprises privées, dans des entreprises capitalistes, où des patrons et des managers se disent c'est plus possible, on ne peut plus continuer à prendre les gens pour des numéros et à leur fixer des objectifs quantitatifs à atteindre tous les jours, toutes les minutes de leur vie de travail. Il faut libérer leur initiative, il faut leur donner les capacités de faire le travail comme ils le souhaitent et il sera mieux fait, il sera plus efficace. Et pourtant, il y a eu des tentatives de libérer le travail au fil du temps. À quel niveau ça a basculé? À quel moment ça a basculé? Effectivement, on voit depuis une bonne cinquantaine d'années, il y a périodiquement des managers critiques qui essayent d'inventer d'autres manières de travailler parce qu'ils ne sont pas satisfaits du taylorisme, du management par les chiffres et de toute cette imposition d'un travail abstrait, standardisé. Ils essaient de donner de la liberté aux travailleurs. Ça s'est appelé le management participatif, le management par projet, le toyotisme. Bon. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives intéressantes et ce qu'on observe, ce qu'un certain nombre d'observateurs ont noté, c'est qu'au bout de quelques années, ces projets qui ont donné des résultats à court terme intéressants sont déstabilisés, voire même sont complètement annulés par des actionnaires ou par de nouveaux dirigeants qui arrivent et qui trouvent que c'est pas orthodoxe, c'est pas la manière habituelle de faire les choses et ils préfèrent revenir en arrière et rétablir la hiérarchie. C'était mieux avant ou c'est plus confortable quand même aujourd'hui le travail? Non, le travail il a tendance à se dégrader. Malheureusement, les enquêtes sur les conditions de travail montrent assez clairement une montée de l'intensité du travail et une diminution de l'autonomie, une diminution des marges de manœuvre dans le travail suite à ces phénomènes de standardisation, de mécanisation du travail. Et aujourd'hui, on voit donc les tentatives, tout aussi bien du côté de la société que du côté de certaines fractions du management, d'inventer autre chose. Bon. Le problème, c'est que c'est très difficile d'inventer vraiment autre chose quand on est soumis à la férule des marchés financiers qui exigent une rentabilité de 10 ou 15% tous les trimestres et qui exigent de contrôler dans le moindre détail toute la performance du travail. Thomas Coutreau, vous êtes aussi responsable de l'enquête que mène tous les 3 ans le ministère du Travail sur les conditions du travail. Comment ça se répartit ce bonheur au travail au sein de la population française? Alors, on a fait une étude récemment qu'on a publiée pour essayer de chiffrer l'état de la population au travail par rapport à son bien-être psychologique. Et le résultat, c'est qu'on a environ un gros tiers des salariés qui sont plutôt heureux dans leur travail, qui trouvent des satisfactions, tant du point de vue des rapports avec les autres que du point de vue de la satisfaction de pouvoir faire un travail de qualité. Mais ça fait un gros tiers. Le reste, eh bien, soit ce sont des gens qui sont dans des situations de précarité, d'insécurité, qui pèsent sur leur bien-être psychologique et qui les rendent malheureux, voire même dépressifs. Nous avons aussi des salariés qui sont comme ceux des services publics, très souvent, dans la santé, les EHPAD, qui sont très inquiets du fait de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, ce qu'on appelle le travail empêché. Et donc ça aussi, ça les fait souffrir et ça pèse aussi sur leur santé mentale. Et puis, on a une petite
fraction, mais qui représente quand même 10% des travailleurs, qui, elle, est soumise vraiment à une situation très dégradée, avec à la fois de l'insécurité, des pénibilités physiques, des conflits avec leurs supérieurs, et vraiment, je les ai appelés les accablés dans cette étude, et beaucoup d'ouvriers sont dans cette situation, mais aussi des infirmières et des aides-soignantes. Et il y a ce principe du care en anglais du philosophe Johan Tronto, et qui veut dire prêter attention à l'autre, avec cette notion de construire une société de l'attention. Vous y croyez, vous, dans cette France de 2018 ? Je crois que c'est une des pistes d'espoir aujourd'hui, c'est la montée de... Alors le care, c'est-à-dire l'attention, l'idée qu'il faut faire attention aux conséquences de son travail. Aux conséquences de son travail sur soi-même déjà, parce que avoir un travail dégradé, ça dégrade sa propre santé mentale, et même ça dégrade les comportements politiques. J'ai montré dans l'étude que les électeurs du Front National et les électeurs abstentionnistes ont des conditions de travail dégradées, en particulier du point de vue de l'autonomie dans leur travail. Ils ne peuvent pas déployer leur autonomie au travail, et ça les conduit à des comportements politiques soit abstentionnistes, soit autoritaires. Et donc vraiment, on a un enjeu majeur à développer aujourd'hui la liberté et la démocratie dans le travail. Ouais. C'est un enjeu de santé et un enjeu de démocratie. Libérer le travail, donc pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer aux éditions du Seuil. Thomas Coutreau, merci d'être passé sur nos locaux de TV5 Monde.